Dans un pays sans littoral, un symbole a émergé. Une marine opérationnelle assemblée à l'intérieur des terres et greffée à un corridor souverain. Deux chiffres brisent l'habitude. 800 millions engagés pour bâtir nos capacités face aux 8 milliards dilapidés en 10 ans de dépendance importée. Alors, pour vous comme pour moi, que vaut ce basculement quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté mesurable sur rivières, canaux sécurisés et routes militaires renforcées? Demain, si ce modèle tient, la carte mentale du Sahel pourrait ne plus obéir aux anciennes frontières. Nous allons expliquer comment un corridor légalement blindé et une flotte fluviale reconfigurent sécurité, logistique et imaginaire collectif au Burkina Faso. Vous gagnerez une grille simple pour lire puissance et dépendance. Le propos s'appuiera uniquement sur les éléments disponibles. Une alliance régionale donnant accès à la mer via Cotonou, l'assemblage de modules de patrouille, la validation juridique par des instances africaines et onusiennes, puis des indicateurs d'impact précoce comme la diminution d'attaques, l'amélioration des temps de réponse et un surcroît d'investissement. Les enjeux sont concrets: renégocier la place d'un pays enclavé, réduire des coûts logistiques persistants et reconstruire la confiance d'une population longtemps confrontée à la tutelle extérieure. Le pari comporte des risques, pression diplomatique, défis techniques, apprentissage opérationnel, mais il crée un précédent pour d'autres États africains. À la fin, chacun disposera d'un cadre pour évaluer ce modèle sans slogan. Quelles conditions, quelles limites, quels effets mesurables sur souveraineté, emploi et cohésion. 3 chiffres clés relieront promesses et réalité, puis ouvriront le milieu du récit. En un peu plus d'1 an, une marine burkinabé opère depuis l'intérieur des terres. Un couloir vers Cotonou rend cela praticable. 800 millions ont été mobilisés sans conditionnalité politique affichée, pendant que l'architecture juridique invoque la légitime défense collective. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est cité comme pivot politique d'un choix présenté comme souverain, adossé à des partenariats africains et à une assistance technique chinoise pour l'assemblage des modules. La séquence s'articule en 3 temps. D'abord, la contrainte géographique semblait fermer l'horizon. Pas de littoral, donc pas de marine, donc dépendance. Ensuite, la négociation d'un accès maritime transsahélien avec des voisins crée un filet juridique et logistique. Routes renforcées, canaux aménagés, base près de Ouagadougou. Enfin, la mise en service des unités et la formation des équipages matérialisent la rupture symbolique. Une flotte fluviale patrouille désormais rivières et lacs stratégiques. Sur le plan légal, l'accord a été enregistré auprès d'instances africaines et onusiennes, selon la source. Sur l'axe opérationnel, des modules de type 022 ont été cités, assemblés localement avec appui d'experts, pendant que des centres de simulation et de maintenance se mettaient en place. Les premiers indicateurs présentés dans la source dessinent un avant-après, baisse d'attaques aux frontières, amélioration des temps de réponse, regain de recrutement militaire et hausse d'investissement privé. Cette combinaison, corridor, base, flotte, explique le décalage entre une carte physique défavorable et une carte politico-technique recomposée. Le récit international, initialement incrédule, s'ajuste. La pression diplomatique existe, mais ne suffit pas à invalider la séquence factuelle rapportée. Reste une question centrale. Ce montage logistique et légal suffira-t-il à stabiliser durablement les gains ou dépend-il d'une coordination régionale fragile ? À ce stade, la clé paraît être la continuité d'exécution. Entretien des voies, formation récurrente, transparence financière et gouvernance partagée pour prévenir les blocages. Le modèle reste conditionné par la capacité à maintenir l'équilibre entre assistance technique externe et appropriation locale sans créer une nouvelle dépendance déguisée. Le visage humain de cette mutation porte plusieurs noms, mais un incarne la transition. Un ingénieur burkinabé, formé localement, revenu au pays après ses études pour diriger l'assemblage du premier module naval. Dans le récit officiel, Ibrahim Traoré est souvent mentionné comme la figure politique qui a légitimé la rupture. Pourtant, ce sont des profils techniques, civils et militaires qui traduisent cette volonté en actions tangibles. Derrière les chiffres, il y a des trajectoires. Des officiers formés en Chine, des techniciens recrutés dans les écoles d'ingénierie, des artisans qui ont adapté leur savoir-faire à la maintenance fluviale. Le projet a généré 12 000 emplois durant la phase de construction et 4 000 postes permanents dans l'exploitation du corridor.
Ces données sont citées dans la source comme indice d'une dynamique socio-économique nouvelle. Dès les premiers mois, les effets sont propagés. Villages riverains revitalisés, PME locales sous contrat pour l'approvisionnement logistique et un sentiment collectif d'appartenance ravivé. Une jeune ingénieure, Mariam Traoré, raconte comment son équipe a dû improviser un dispositif anti-érosion à partir de matériaux africains. Un détail technique devenu symbole d'ingéniosité locale. Cette micro-histoire illustre la bascule d'un pays longtemps défini par le manque vers une logique de solution endogène. Ce n'est pas une fiction héroïque, mais un déplacement du regard, du centre diplomatique vers les bords de rivière, là où la souveraineté se construit concrètement. Ainsi, derrière le récit géopolitique, se joue une reconstruction humaine, faite de nuits blanches, de protocoles revus, de fierté et d'erreurs assumées. Ce sont ces figures anonymes qui transforment la théorie de la souveraineté en pratique quotidienne, ligne après ligne, vice après vie. Tout commence par une décision stratégique, prise en silence, créer une marine dans un pays sans mer. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette idée a d'abord semblé absurde, presque provocatrice pour les observateurs étrangers. Mais au Burkina Faso, elle a résonné comme un défi un défi existentiel. À partir de 2023, les discussions avec le Mali, le Niger et le Bénin aboutissent à la signature de l'accord d'accès maritime transsahélien, un traité enregistrant la création d'un couloir souverain reliant Ouagadougou au port de Cotonou. Cette étape enclenche la phase d'ingénierie. Les 12 mois suivants se transforment en chantier continu. Des équipes burkinabées et chinoises retracent le parcours du corridor. 50 km de routes renforcées, de ponts logistiques et de canaux remis en service. Les rivières du Sahel deviennent des axes militaires. Des modules de type 022 sont assemblés sur une base nouvellement construite à 20 km de Ouagadougou. Les financements, 800 millions de dollars, proviennent de fonds africains et de prêts sans conditionnalité politique. Dans cette phase, chaque délai compte 1 an d'effort, travail jour et nuit, sans marge d'erreur. En parallèle, le personnel se forme. 3 centres de simulation ouvrent pour entraîner les premiers marins, des instructeurs chinois assistent les techniciens locaux sans prendre la direction du projet. Le pari est autant symbolique qu'opérationnel. Prouver qu'un pays enclavé peut construire, maintenir et piloter sa propre défense fluviale. Ibrahim Traoré fait ici figure de catalyseur politique, mais le moteur reste collectif, ingénieurs, soldats, logisticiens, ouvriers et apprentis réunis autour d'un même objectif. L'annonce publique de la mise en service du corridor et de la première base navale déclenche une onde diplomatique. Les chancelleries occidentales réagissent avec scepticisme, puis avec inquiétude. Paris et Washington proposent des coopérations alternatives, tout en exprimant leurs préoccupations pour la stabilité régionale. Pourtant, la Union africaine et l'ONU enregistrent l'accord, lui reconnaissant une base légale sous le principe de l'autodéfense collective. Sur le terrain, les premiers essais des patrouilleurs marquent un tournant. Les statistiques circulant dans les rapports locaux indiquent 30 à 7% d'attaques terroristes aux frontières, plus 42% de réactivité militaire, plus 68% de recrutement dans les forces armées, plus 23% d'investissements étrangers directs. Ces chiffres, limités mais cohérents, traduisent un effet de levier inattendu. Dans les villages proches du couloir, les habitants constatent l'ouverture de nouvelles entreprises de transport, de restauration et de services. 12 000 emplois temporaires, 4 000 emplois permanents. Les familles découvrent les navires aux couleurs nationales, une fierté qui dépasse le cadre militaire. Le monde observe désormais ce paradoxe devenu réalité. Un pays sans mer possédant une flotte, un corridor juridiquement protégé et une croissance mesurable dans les secteurs logistiques et industriels. L'onde de choc s'étend à tout le Sahel. 6 pays voisins envisagent d'adhérer à l'accord, tandis que d'autres, du Tchad au Ghana, demandent des études comparatives. Cette séquence condense la logique V5.0. Un fait, une rupture, un basculement mesurable. Ce que le Burkina Faso a accompli en un an symbolise moins une prouesse technique qu'un retour de l'autonomie africaine dans le champ des possibles. L'efficacité du modèle burkinabé se mesure d'abord dans les chiffres. Selon les données officielles citées, les attaques terroristes aux frontières ont chuté de 30 à 7% sur une période d'1 an.
Cette réduction, bien qu'à confirmer par des audits indépendants, montre un effet direct du nouveau dispositif fluvial et du couloir maritime sur la mobilité des forces. En moyenne, les délais de réponse aux menaces ont diminué de 42%, soit plusieurs heures gagnées sur des zones auparavant isolées. Cette amélioration logistique correspond au premier delta observable entre l'avant et l'après-corridor. Deuxième donnée, la dynamique de recrutement militaire. Le nombre de volontaires a bondi de 68%. Ibrahim Traoré y voit une victoire psychologique, un signal que la défense nationale n'est plus perçue comme un fardeau, mais comme un vecteur de dignité collective. Derrière cette croissance se cachent aussi des programmes de formation rénovés. 20 000 soldats et techniciens africains ont été formés en logistique, navigation et opérations fluviales. Troisième donnée, l'investissement étranger direct. Le flux entrant a augmenté de 23% depuis l'inauguration du corridor. Les entreprises régionales, rassurées par la stabilisation des routes commerciales, ont recommencé à injecter des capitaux dans la logistique, les services et les infrastructures. Ce pourcentage traduit plus qu'une confiance économique. Il marque un basculement de perception de la fragilité vers la prévisibilité. En parallèle, les retombées sociales se comptent également. 12 000 emplois temporaires créés durant la construction, 4 000 emplois permanents dans l'exploitation et la maintenance. Ces chiffres ne sont pas spectaculaires à l'échelle mondiale, mais ils modifient profondément l'équilibre local. Un village traversé par le corridor voit apparaître des revenus nouveaux, une école agrandie, un dispensaire rénové. Sur le plan financier, le coût de 800 millions de dollars peut sembler élevé. Cependant, comparé aux 8 milliards dépensés en 10 ans pour des contrats de conseil et de protection étrangère, il représente un investissement 10 fois plus efficient. Chaque dollar affecté au corridor maritime équivaut à une réallocation vers la souveraineté productive plutôt que la dépendance contractuelle. Ces trois axes, sécurité, emploi, investissement, constituent la base du baseline delta. Une amélioration mesurable, un déplacement d'équilibre. Il justifie partiellement la légitimité de la démarche. Elle ne repose pas sur des slogans, mais sur des indicateurs de performance tangibles. Toutefois, la source souligne aussi les limites. Absence de vérification externe indépendante, dépendance à la maintenance chinoise pour certaines pièces et défis de gestion environnementale des rivières. Ainsi, la réussite quantitative reste fragile. Elle doit être consolidée par une gouvernance stable, des audits publics et la participation citoyenne. C'est à cette condition que le corridor maritime ne se réduira pas à une prouesse temporaire, mais deviendra un socle durable d'autonomie régionale. Ibrahim Traoré en a fait un motif de communication nationale. Mesurons notre souveraineté comme nous mesurons nos progrès. Une phrase qui résume l'esprit de ce tournant, entre réalisme économique et affirmation politique. Deux positions s'affrontent au sujet du modèle burkinabé. La première, défendue par certains analystes occidentaux, avance que la sécurité d'un pays sans littoral ne peut reposer sur une flotte fluviale. Selon eux, l'absence d'accès direct à la mer rend tout dispositif naval inefficace sur le long terme, dépendant des bonnes volontés régionales. Le corridor, disent-ils, ne serait qu'une illusion juridique tolérée tant que les équilibres géopolitiques restent favorables. À leurs yeux, le risque de blocage logistique, de défaillance technique ou de pression diplomatique rend cette architecture fragile. La seconde position, portée par plusieurs juristes et stratèges africains, soutient au contraire que la légitimité du corridor repose sur un socle solide, la coopération interétatique et le principe de défense collective. L'accord transsahélien a été enregistré auprès de l'Union africaine et validé par les Nations unies. Le cadre légal n'est donc pas une improvisation, mais une application cohérente du droit international. Ibrahim Traoré, dans ses interventions, insiste sur ce point. L'indépendance ne se décrète pas, elle se construit à l'intérieur des marges permises par la loi, puis s'élargit par la pratique. Entre ces deux approches, la réalité impose un arbitrage. La viabilité dépend de la maintenance des infrastructures et de la continuité politique. Une base navale ne protège pas un pays si les routes qui y mènent se dégradent, ni si les fonds publics se tarissent. Le Stillman du modèle burkinabé consiste donc à admettre ses vulnérabilités tout en défendant sa logique interne. Un système hybride, à la fois logistique, économique
et symbolique. Les faits plaident pour une prudente reconnaissance. Les résultats chiffrés sont tangibles mais partiels, la coordination régionale reste jeune et la pression internationale constante. Pourtant, l'alternative, continuer à dépendre d'aides conditionnelles, paraît plus risquée encore. C'est dans cet équilibre tendu que se joue la crédibilité de la démarche. Si le corridor résiste au temps, il deviendra non seulement un précédent juridique, mais un argument empirique pour l'autonomie africaine. Au milieu du récit, un fait tranche net. Une marine sans mer existe bel et bien. Cette phrase, devenue leitmotiv médiatique, résume le basculement d'un mythe en réalité. Dans le modèle de gouvernance d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas la mer qu'il fallait trouver, mais la voie pour y parvenir sous contrôle africain. Le corridor transsahélien, légalisé, entretenu et protégé collectivement, sert désormais de clé symbolique. Il matérialise la souveraineté par la circulation. Cette révélation redéfinit le centre de gravité politique du pays. Autrefois dépendant des capitales occidentales, le Burkina Faso s'impose comme un nœud de coopération régionale. Les ingénieurs forment, les juristes codifient, les militaires patrouillent, trois cercles concentriques d'un même projet d'autonomie. Mais cette réussite soulève une question suspendue. Jusqu'où peut s'étendre une souveraineté sans océan ? Le modèle burkinabé, s'il demeure transparent et inclusif, pourrait inspirer des nations enclavées d'Asie ou d'Amérique du Sud. S'il dérive vers l'opacité, il se figera en symbole. À ce stade, le pari reste ouvert. Prouver que la souveraineté peut flotter sans dépendre d'aucune marée. Les conséquences du corridor maritime burkinabé s'étendent bien au-delà du militaire. Elles touchent 4 sphères majeures, nationales, économiques, sociales et régionales, chacune avec des effets distincts mais interdépendants. La première transformation est identitaire. L'existence d'une marine fluviale a modifié la perception de l'État sur lui-même. Pour la population, voir des bâtiments arborant le drapeau burkinabé naviguer sur des rivières nationales, c'est voir la souveraineté devenir tangible. Les écoles intègrent déjà des modules éducatifs sur la défense souveraine. Et les médias locaux traitent désormais les opérations militaires avec un ton de fierté et non plus de dépendance. Ibrahim Traoré a su transformer une initiative logistique en symbole politique durable. Les retombées économiques sont mesurables. Les exportations de coton et de minerais bénéficient d'un transport plus rapide et plus sûr. Les coûts logistiques ont baissé de près de 15% selon les données disponibles, tandis que les infrastructures routières construites pour le corridor servent aussi au commerce civil. Des PME de maintenance, de sécurité et de restauration se sont multipliées autour de la base navale, créant un écosystème d'activités dérivées. Les effets sociaux se manifestent dans la confiance retrouvée. Les 12 000 emplois temporaires et 4 000 permanents ont dopé le revenu local, mais surtout, ils ont redonné un sens à la participation citoyenne. Dans les villages du corridor, des programmes de formation en logistique, électricité et mécanique ont été lancés. La figure de Mariam Traoré, ingénieure navale, inspire désormais des campagnes éducatives pour encourager les jeunes filles à rejoindre les filières techniques. Cette inclusion féminine marque un tournant culturel. À l'échelle du Sahel, l'effet domino est déjà en marche. Le Mali, le Niger, le Bénin, le Cameroun, le Ghana et la Guinée ont exprimé leur volonté d'adhérer à l'accord maritime. La coopération militaire se double d'un dialogue économique, chaque pays cherchant à reproduire le modèle sans perdre sa spécificité. L'Union africaine, tout comme la CEDEAO, a reconnu la contribution du Burkina Faso à la sécurité collective. Ce corridor devient un outil diplomatique, preuve que l'intégration africaine peut se construire par des infrastructures et non seulement par des discours. Ces 4 niveaux forment une chaîne logique: souveraineté, croissance, cohésion, rayonnement. Le succès de cette équation dépendra de la persistance des résultats et de la capacité à éviter le piège du triomphalisme, car derrière la réussite se profilent des menaces: pression extérieure, financement à long terme et entretien technique. Si Ibrahim Traoré maintient l'équilibre entre réalisme et ambition, le modèle burkinabé pourrait durablement ancrer l'idée d'une Afrique architecte de son propre destin. L'avenir du corridor maritime burkinabé se joue sur 3 trajectoires plausibles, chacune révélant un rapport différent à la souveraineté. Dans la configuration la plus probable, le Burkina Faso maintient la stabilité actuelle.
Les patrouilles fluviales se multiplient, les accords régionaux se solidifient et les audits publics confirment la transparence financière promise. La priorité d'Ibrahim Traoré est alors la maintenance. Formation continue des techniciens, révision annuelle des infrastructures et contractualisation claire avec les partenaires africains et chinois. Ce scénario n'est ni triomphaliste ni fragile. C'est celui d'une endurance institutionnelle. Le corridor devient un modèle transposable. Le Mali, le Niger et le Bénin harmonisent leur politique logistique. La CEDEAO soutient financièrement un réseau de corridors souverains interconnectés. Dans ce cadre, les investissements étrangers augmentent encore de 15 à 20%. Et l'Afrique de l'Ouest entre dans une ère d'intégration stratégique par les infrastructures. Les médias internationaux citent alors Ibrahim Traoré comme l'un des initiateurs d'une doctrine africaine de la souveraineté partagée. Les tensions diplomatiques et la fragilité budgétaire reprennent le dessus. Une baisse d'entretien, des différends techniques ou des attaques ciblées viennent freiner la dynamique. Les partenaires internationaux réclament plus de garanties et les opposants politiques dénoncent une centralisation excessive du pouvoir exécutif. Le risque majeur que la transparence promise s'érode, rendant le corridor vulnérable à la méfiance publique et à la désinformation. Dans les trois cas, un principe demeure. La souveraineté n'est pas un État, c'est un mouvement. Ce que le Burkina Faso a enclenché doit être entretenu, audité et ouvert pour durer. L'enjeu pour Ibrahim Traoré n'est pas seulement de protéger un couloir maritime, mais de prouver qu'un modèle africain peut se maintenir par la rigueur autant que par la conviction. Plutôt que d'espérer la mer, chaque nation enclavée pourrait investir dans des corridors de compétences, des voies internes reliant savoir, production et sécurité. La souveraineté moderne se construit peut-être ainsi, non plus par la géographie, mais par la coordination. Au-delà des chiffres, le cœur du modèle burkinabé touche quelque chose de plus intime, la manière dont un peuple se réapproprie son destin. Ibrahim Traoré, dans ses discours, ne parle pas seulement de stratégie ou d'armement, il évoque la dignité, la responsabilité et la patience. Ces mots résonnent dans les écoles, les ateliers et jusque dans les familles. À Ouagadougou, un jeune mécanicien explique qu'il n'avait jamais pensé travailler pour son pays autrement qu'en partant. Aujourd'hui, il répare les moteurs des patrouilleurs formés localement. À Kaya, des femmes gèrent la restauration des équipes fluviales. Leurs revenus ont triplé depuis 1 an. Dans ces récits ordinaires se loge le sens profond de la souveraineté, un lien entre l'individu et la collectivité, forgé par l'action concrète. Pour le spectateur, la question se déplace. Qu'est-ce que la souveraineté quand elle se mesure à l'échelle humaine ? Ce n'est plus un slogan géopolitique, mais un espace quotidien où chaque geste compte. Construire, enseigner, réparer, former. Le Burkina Faso montre qu'un pays peut inverser la logique de dépendance sans attendre une révolution. Pas besoin de mer pour naviguer, il suffit de direction. Et cette direction repose sur une idée simple. Quand le citoyen comprend le projet, il le protège. Voilà peut-être la leçon la plus durable du corridor. Le spectateur, africain ou non, peut y voir une invitation. Reprendre possession de ce qu'il pense impossible. La source identifie 5 étapes pour qu'un autre pays reproduise durablement le modèle burkinabé sans en dénaturer l'esprit. Avant toute ambition, il faut connaître les ressources, les capacités et les vulnérabilités internes. Ibrahim Traoré insiste, la souveraineté commence par la lucidité. Chaque nation doit établir son propre inventaire avant de chercher l'aide extérieure. Le corridor maritime n'aurait pas existé sans coopération. Mali, Niger et Bénin ont montré qu'une union de besoins communs vaut mieux qu'un isolement stratégique. L'Afrique se renforce lorsqu'elle parle d'une seule voie juridique. La clé du succès burkinabé réside dans la maîtrise locale. Des écoles d'ingénieurs, de navigation et de maintenance sont nées du projet. Former, c'est rendre la dépendance obsolète. Le gouvernement a publié en ligne les contrats et les sources de financement du corridor. Des comités mixtes, État, société civile, partenaires, surveillant l'usage des fonds. Cette traçabilité constitue la meilleure défense contre la corruption et la propagande. Le corridor ne se limite pas à la défense, il stimule agriculture, commerce et formation. La souveraineté devient alors un projet de développement complet, mesurable,
transmissible. Ces 5 jalons forment la colonne vertébrale d'un modèle adaptable. Le Burkina Faso démontre que la souveraineté n'est pas une posture, mais une méthode. Si ces principes sont d'appliquer ailleurs, le continent pourrait voir naître une génération d'États capables de coopérer sans se soumettre. Le Curiosity Loop, ouvert au début, trouve ici sa réponse. La révolution maritime n'était pas un miracle, mais une équation patiente entre vision, travail et transparence. La boucle se referme sur une image, celle d'un drapeau flottant à la proue d'un navire fluvial. Ce n'est pas une métaphore, mais un manifeste silencieux. Dans ce symbole, Ibrahim Traoré et ses équipes voient la preuve que l'Afrique peut écrire ses propres règles. Le capitaine Atou, dont le père avait marché 2 jours pour voir ce drapeau, résume le sentiment collectif. Nous avons construit cela de nos mains, sous notre ciel. Ce récit, né au cœur du Sahel, dépasse les frontières nationales. Il raconte une renaissance lente, ancrée dans le réel. Chaque boulon serré, chaque route pavée, chaque cours d'eau réhabilité raconte la même phrase « La dignité se fabrique ». Le modèle burkinabé n'est pas parfait, mais il a rallumé quelque chose d'essentiel, la confiance en sa propre capacité à agir. Dans un monde où les nations enclavées étaient condamnées à attendre, le Burkina Faso a choisi de construire. Un jour, peut-être, d'autres peuples hisseront leur propre pavillon sur des eaux symboliques, non pour défier le monde, mais pour y prendre place, à égalité. La souveraineté n'a pas besoin de mer pour exister. Le parcours du Burkina Faso laisse une question ouverte à chacun de nous. Que signifie vraiment la souveraineté au XXIe siècle ? Pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui ont bâti le corridor maritime, elle ne se résume pas à l'indépendance politique, elle se mesure à la capacité de décider, de produire et de protéger sans demander la permission. Si ce récit vous interpelle, c'est peut-être parce qu'il raconte quelque chose d'universel, la possibilité, même dans la contrainte, d'inventer sa propre voie. La marine burkinabé n'est pas seulement une flotte, c'est une preuve que la géographie peut se négocier quand la volonté devient collective. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour redéfinir vos limites ? Cette histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue dans chaque regard qui croit encore que la dignité se construit, pas qu'elle s'octroie. Abonnez-vous, discutez-en, interrogez-vous, parce que comprendre, c'est déjà participer.